Dans les profondeurs, les prédateurs nocturnes guettent l'instant de la chasse. À cette heure dangereuse, le requin féroce va peut-être remonter des profondeurs pour chercher des proies. Il est probable qu'il chasse de nuit. Pour le savoir, Sandra prend des risques. À cause des courants, plonger de nuit est encore plus dangereux que plonger de jour. Les mérous s'accouplent enfin. Il fait nuit noire. Personne n'a jamais vu un requin féroce se nourrir. D'après sa dentition, il mangerait des poissons osseux relativement petits, des calmars, des crustacés. Des proies abondantes au pied de la falaise comme en profondeur. La langouste prend des risques. S'il passe par là, le féroce ne fera d'elle qu'une demi-bouchée. Mais il n'a peut-être pas faim, car il reste invisible. C'est la plongée de la dernière chance. Le départ est prévu le lendemain. Sandra n'y croyait plus. Ce jour-là, les alizés se sont remis à souffler dans la bonne direction. Cela confirmerait la relation entre le sens du courant et la présence du requin. On dit souvent qu'un requin coule quand il ne nage pas. Ce n'est pas le cas du féroce. Son foie énorme est un véritable flotteur. Il lui permet de maintenir un équilibre hydrostatique parfait. Sandra envisage déjà d'en équiper un d'une balise radio afin de suivre ses mouvements par pistage acoustique. Le mois prévu pour l'expérience s'achève. À bord du Maria Patricia, il n'y a plus d'eau, plus de vivres, le carburant est à peine suffisant pour rentrer au port, il n'y a plus de temps à perdre pour réaliser le prélèvement. Sandra va utiliser un simple fusil de pêche sous-marine à élastique. La flèche a été remplacée par une pointe creuse mise au point par Osvaldo. L'extrémité coupante découpera un morceau de peau. Je pense que ça va marcher très bien. Pour ne pas risquer de toucher une zone vitale, Sandra va viser la deuxième nageoire dorsale. C'est le dernier jour. Sandra plonge une première fois dans la matinée. Raté. Le requin passe trop loin. « 16 heures. Dernière plongée, dernière chance. Le bateau doit absolument quitter Malpelo dans 2 heures au coucher du soleil. Cette fois, il est bien là, mais à 90 mètres de profondeur. Pour la plongeuse, le risque est énorme. Pourtant, Sandra n'hésite pas. En principe, aucun requin féroce n'a jamais attaqué l'homme. À cette profondeur, il n'en a pas souvent l'occasion. Mais Sandra se demande comment il va réagir. Ça a marché.
La biologiste vérifie qu'un échantillon de peau est coincé dans la pointe. C'est la toute première fois qu'un prélèvement biologique est réalisé sur un féroce vivant dans son milieu naturel. L'analyse génétique va confirmer qu'il s'agit bien d'un requin féroce. Malgré son isolement, le requin de Malpelo appartient bien à la même espèce que les autres féroces du Pacifique. Il doit donc y avoir des contacts, même très brefs, entre les différentes populations, car c'est le seul moyen de maintenir l'unité génétique de l'espèce. Mais il faudra d'autres analyses sur d'autres populations pour savoir comment s'organisent ces contacts. Dans le cas du grand requin blanc, dont la répartition ressemble à celle du requin féroce, on vient seulement de découvrir que ce sont les femelles qui voyagent entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Elles assurent ainsi la continuité de l'espèce. Les travaux de Sandra Bessudo permettront peut-être de savoir si les femelles de requins féroces en font autant. Susana s'empresse de mettre en sécurité le précieux prélèvement. De retour à Bogota, elle l'analysera dans son laboratoire. Bueno, ya lo guardaste, ¿todo bien? À présent, Sandra veut obtenir du gouvernement colombien que la zone protégée autour de Malpelo soit doublée et portée à 12 000 marins au lieu de 6. Pour faire en sorte que le requin inconnu ne devienne pas bientôt un requin disparu.